Bon, on accueille Ruben qui va nous parler de géométrie hyperbolique complexe. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire l'exposé. Je vais vous parler de géométrie hyperbolique complexe et réelle. Parce qu'on ne peut pas. Si je vais donner tout de suite. Si je définissais tout de suite les objets de la géométrie hyperbolique complexe, ça paraîtrait un peu arbitraire, on ne verrait pas le lien avec la géométrie hyperbolique réelle qui est un peu plus visuelle. Et donc je vais introduire parallèlement les deux et montrer en quoi les deux géométries sont finalement appelées géométrie hyperbolique. Donc juste avant ça, il y a une partie je vais faire une partie 0 sur les formes quadratiques et hermitiennes pour que ce soit clair. Et ensuite, on adoptera la construction de géométrie hyperbolique complexe et réelle. Et ensuite, on parlera des figures élémentaires et du groupe des isométries. Donc, c'est plus commode d'étudier. Pour étudier les deux, le côté réel et le côté complexe en même temps, c'est commode de poser K égale R ou C. Et dans ce cas, en fait, les objets, comme par exemple pour les espèces de Hilbert, les opérations de conjugaison et de partie réelle, on va les noter quand même, comme s'ils étaient là, mais dans le cas réel, ça n'a servi à rien. Tous ces trucs coincent. Donc on note aussi V un espace vectoriel sur K de dimension n. Et on prend phi. Une forme, donc je donne la définition de ce qu'est une forme quadratique ou hermitienne. Donc, c'est une forme bilinéaire. Binaire, respectivement, c'est squilinéaire. Donc, quand on parle de sesquilinéaire, il y a une convention à prendre. Comme par exemple pour le produit scalaire dans l'espace de Hilbert complexe, je vais prendre linéaire par rapport à la deuxième variable. Par conséquent, dans le cas complexe, c'est antilinéaire par rapport à la première. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Et c'est symétrique, respectivement antisymétrique. Donc antisymétrique et antilinéaire, ça se rapporte à la conjugaison et pas au signement. Donc en particulier, dans ce cas, si on pose phi de V égale phi de V et de V, comme V et V, comme le couple est symétrique, et que le produit scalaire, le produit, la forme quadratique ou hermitienne est antisymétrique, cette quantité est réelle.
donc l'exemple de base qui intervient par exemple dans la construction dans la construction classique de l'espace hyperbolique, c'est celui de Rn muni de la forme, ou plutôt Kn, pardon. De Kn muni de la forme phi PQ qui est défini par donc V1 bar W1 plus, etc. VP par WP moins VP plus 1 bar W, etc. jusqu'à P plus Q. Et en fait, c'est le théorème d'inertie de Sylvester qui dit que toute forme quadratique ou hermitienne se rapporte à ce cas-là. Donc il existe, étant donné K, V et phi comme ici, il existe une transformation linéaire A de V dans K puissance N et un couple et P, un couple d'entiers tel que phi de V W ce soit phi PQ de AB AW. Donc en d'autres termes, on dit que A est une isométrie entre l'espace vectoriel V muni de la forme phi et K puissance n muni de la forme phi PQ. Voilà. Donc un dernier objet associé aux formes hermitiennes et quadratiques, c'est le groupe orthogonal unitaire. Donc O de phi, c'est l'ensemble des transformations en GL de V, telles que A étoile de phi égale phi. Donc A étoile de phi égale phi, c'est exactement cette relation-là, mais en remplaçant phi PQ par phi. Et pareil avec dans le cas complexe. Donc, il y a une distinction, c'est pas la même notation. Donc maintenant on peut s'attaquer à la construction de l'espace hyperbolique réel et complexe. Bon, ici, V est de dimension n plus 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et phi de V croix V dans K est non dégénéré. Bon, je vais oublier de le définir. Et de signature. Donc le terme d'inertie, enfin, le couple PQ est appelé signature. Et de signature N1. Voilà. Et alors,
je vais d'abord faire la construction classique de l'espace hyperbolique réel. Et ensuite, on va essayer de transposer cette définition dans le cas complexe, parce que donc on va voir que si on essaie de mimer directement la définition de l'espace hyperbolique réel dans le cas complexe, ça ne va pas être tel quel. Et il faut adopter un point de vue légèrement différent. Donc, classiquement, plutôt construction classique. Construction classique. De l'espace hyperbolique réel. Donc, on a ces objets-là. Donc, on se place sur Rnv, c'est Rn plus 1. Phi, c'est la forme, disons, phi n1 définie tout à l'heure. Et ce couple s'appelle l'espace-temps de Minkowski. Et on considère l'hypersurface de niveau V-1, qui est l'ensemble des éléments de V, tels que phi n1 de V égale moins 1. Donc, d'après le théorème des... Enfin, c'est facile de voir que cette hypersurface, c'est une sous-variété de Rn plus 1 de codimension 1. Donc déjà, la dimension est la bonne. Parce que tu notes phi n1 V, c'est phi n1 VV, enfin, la norme de V pour la forme. Ah oui, oui. Pardon, j'avais noté normalement comme ça, c'est vrai. Ah ok, excuse-moi, tu n'avais pas de problème. Et donc, quel est cet objet? C'est un hyperboloïde à deux nappes. Donc, on peut facilement le dessiner en n vaut 2. C'est quelque chose comme ça. Et la même chose en dessous. Et bon, en fait, c'est très facile à voir. Il faut penser à... Est-ce que c'est l'équation x carré plus y carré? Il faut penser à l'équation x carré plus y carré moins z carré égale moins 1. Donc cette forme quadratique est bien de signature de 1. Et si on réécrit ça un peu différemment, ça donne x au carré plus y au carré égale z au carré moins 1. Donc ici, z en particulier, z, le module de z doit être forcément plus grand que 1. Donc, en général, c'est ce qui se passe aussi. Plus grand ou égal? Plus grand ou égal à 1, pardon. Donc on va sur le dessin. Donc comment on définit l'espace hyperbolique classiquement? On dit que, comme il y a deux composants, on en oublie une, et on dit tout simplement que la nappe supérieure, c'est l'espace hyperbolique de dimension n sur R. Qu'est-ce que je veux dire? Mais en fait, cette définition, c'est ce qu'on appelle le modèle du demi-hyperboloïde supérieur. Mais c'est pas tout à fait satisfaisant dans la mesure où en maths on cherche des définitions canoniques. Et ici, la nappe inférieure ne vaut pas mieux que la nappe supérieure. Donc ce que ferait un mathématicien qui chercherait la définition la plus canonique possible, on va dire, il définirait plutôt l'espace comme... ah oui, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il y a une symétrie. Ici, il y a une symétrie, c'est la symétrie centrale. Donc,
fait, c'est défini par, on définit comme ça par V-1 quotienté par la symétrie centrale. Je note ça plus ou moins 1 parce que c'est vraiment la multiplication par plus ou moins 1. Voilà. Parce que tout à l'heure, ton propos, quand tu disais on ne peut pas simplement traduire cette construction pour le cas complexe, tu veux dire on est obligé de projectiviser quoi. Tu veux dire classiquement on projectivise pas, mais pour le cas complexe on projectivise. Donc, oui, là j'ai un peu. C'est pour ça que tu disais. Ah, normalement, t'as quand même un peu projectivisé là. Oui, là t'as projectivisé, c'est pour ça que je dis là ta construction, tu mets C à la place de R, c'est exactement pareil pour le cas complexe. Il y a pratiquement aucun changement quoi, il faut bien définir la forme que tu m'envoies. Ouais, mais après, pour la géométrie ça chie un peu. Si la géométrie absurde, ça pose aucun problème. Ouais, parce que tu vois, là, tu peux dire la forme phi n-1, elle se restreint en plan tangent de HNR. Non, mais c'est pas ça que tu fais. Oui, tu restreins en plan tangent, et après tu mets la forme qui est sur le tangent et définie positive. Voilà, mais quand dans le cas hyperbolique, enfin, dans le cas complexe, c'est plus dur de faire passer la forme. Dans le politique 1, c'est exactement pareil. Attends, j'ai une autre remarque. En fait, il y a un autre avantage que ce que tu disais qui est un peu formel, dire oui, c'est quand même comme ça. Le gros avantage, à mon avis, c'est que dans le projectif, tu vois directement quel est le bord. Tu vois, tu as le bord qui est tout de suite identifié. Et tu as le complémentaire, tu as ce qu'il y a en dehors du bord et de l'espace hyperbolique, qui est l'espace dual, qui est l'espace des sous-espaces géodésiques de dimension maximale. Donc tu vois, tu as des données géométriques naturelles qui apparaissent gratuitement, tu vois. En plus. Tu as un compactifié, tu vois. Par contre, juste. Après, ça c'est un modèle. Il y a des modèles qui sont, si on veut voir le bord, le modèle de la boule l'unité du point carré est beaucoup plus. Mais c'est le même, parce que dans le projectif, tu as exactement la même sphère. Hein. C'est la même chose. Hein. Oui, je suis d'accord, c'est le même modèle, enfin des modèles différents dans le même espace. Mais Attends, Laurent, tu dis que la métrique riemannienne elle passe directement. Ah oui, ça passe directement pareil. Tu vois, je vais le faire, c'est exactement pareil. Donc, si on essaie de mimer. Donc, si on prend K égale C, et qu'on essaie de mimer cette construction, donc on pose pareil, V-1 égale, etc. Cette hypersurface du niveau, maintenant, elle va être de dimension réelle. La dimension réelle de V-1, qui est une. V-1 est une. De la même manière, est une sous-variété de K puissance 2 de V. Ça va être 2n plus 1. Donc déjà, c'est. On voit que directement, il y a un petit problème. Et cette fois-ci, c'est un hyperboloïde, pardon. À une seule nappe, à une nappe. Et la symétrie en question, plutôt que d'avoir une symétrie centrale, il y a une symétrie qu'on peut appeler radiale, donc qui a un vecteur V, à ceci, de I θ. Donc, comme maintenant on a le droit de multiplier, comme la forme quadratique, la forme hermitienne, pardon, est préservée par la multiplication par n'importe quelle unité non complexe de module 1, la seule hypersurface de niveau -1 est préservée par cette transformation. Donc on voit bien qu'on ne peut pas utiliser la même définition. On ne peut pas dire l'espace hyperbolique complexe, c'est la nappe supérieure. Mais par contre, ce truc-là marche. On peut dire que l'espace hyperbolique de dimension n sur c, c'est V-1, quotienté par cette transformation. Et maintenant, on a bien la dimension est la bonne, on obtient bien un espace, une variété de dimension n. Mais si on regarde cette définition, elle semble un peu arbitraire encore. Elle n'est pas, on va dire, satisfaisante pour un mathématicien qui chercherait quelque chose de canonique. Parce que par exemple, la surface du niveau -1 ne vaut pas mieux que la surface du niveau -12 ou moins n'importe quoi. Donc plutôt que de prendre une hypersurface comme ça, on va projectiviser comme donc la construction. Cette remarque, Robin, elle vaut aussi pour l'espace hyperbolique réel. Ouais.
En fait, quand on a fait, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, on a remarqué que l'hypersurface de niveau, enfin l'hyperbolique de la nappe supérieure ne vaut pas mieux que la nappe inférieure, qu'ici cette dimension 2n plus 5 en fait on va faire quelque chose de plus gros. Une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, en fait la réponse, qu'on y réfléchit un peu, la réponse tombe très facilement. Donc ici, c'est une construction commune aux deux corps. Donc on pose V- l'ensemble des vecteurs tels que phi de V est négatif. Donc ici, autre remarque, on prend phi et n'importe quelle forme quadratique ou hermitienne de signature N1. Ce n'est pas vraiment utile de prendre la forme standard en quelque sorte. On prend celle qu'on veut. Et on pose aussi V de 0, l'ensemble des vecteurs, et puis V de V égale 0. Donc, ce truc-là, on l'appelle souvent le cône de lumière, et celui-là, on l'appelle le cône des vecteurs espace. Temps plutôt, ouais. Temps. Espace, c'est le reste, quoi. Espace, c'est le genre. Ok, oui, ça. Ouais. On peut toujours les deux. Donc par ailleurs, si je fais un dessin. Donc V- c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et V0 c'est le bord. On considère aussi la projection de V' de 0 dans l'espace projectif associé à l'espace vectoriel P de V, qui est V' de 0 ressemblé par homothétie. Et la définition, c'est que l'espace hyperbolique de dimension n sur k c'est autre que la projection, l'image de V- dans l'espace projectif. Donc, et cette définition recouvre les deux cas précédents, où on quotientait l'hypersurface de niveau -1 par soit la symétrie centrale, soit la symétrie radiale. Donc en fait, cette partie de l'espace projectif est un ouvert. On voit bien que je trouve qu'il est un ouvert, donc en particulier, c'est une sous-variété donc il y a aussi le bord à l'infini. C'est pas très utile de le définir ici, mais donc le bord à l'infini de l'espace. Ta phrase est un peu trompeuse parce qu'on a l'impression que la métrique. J'ai pas encore parlé de métrique. Ouais. Pas encore parlé de métrique. C'est l'image de V de 0. Et c'est la frontière. C'est la frontière topologique de P de V moins dans
c'est pas encore fini. Enfin, cette définition n'est pas tout à fait complète parce que l'espace hyperbolique, c'est surtout une variété riemannienne. Et pour l'instant, il n'y a aucune structure métrique sur cette ouverture de l'espace collectif. Donc il reste à définir la structure riemannienne, respectivement hermitienne. De la même manière que tout à l'heure, on va essayer je vais rappeler ce qu'on fait dans le cas classiquement pour l'espace hyperbolique réel, avec le demi-hyperbolique supérieur. Et on va essayer de transposer ça dans le cas complexe, et en fait trouver une approche commune aux deux. Donc classiquement, si on considère l'espace hyperbolique réel comme la nappe supérieure, de V-1, c'est tout simple, la nappe supérieure c'est une hypersurface de... Donc c'est une hypersurface de Rn plus 1 munie de la forme phi n1 et phi n1. Et comme phi n1 est une métrique sur Rn plus 1, elle induit une métrique sur la chaîne de R, c'est-à-dire sur chaque espace tangent au point. Donc, juste pour... Quel est l'espace tangent à un point x? Donc, si x est un point de la nappe supérieure, l'espace tangent en x à chaîne de R, d'après le théorème de submersion, c'est le noyau de... bon, ça, c'est défini comme phi moins 1 de moins 1. Et donc, le noyau, c'est la différentielle en x de phi. C'est bien ça. Et quelle est cette différentielle? Eh bien, c'est la différentielle d'une forme bilinéaire. C'est juste 2 fois petit phi, ce phi-là, qui est la forme... ça, c'est une forme quadratique, et c'est la forme bilinéaire associée. Et x est la variable. Je mets un point pour signifier que c'est la variable qui change. Et donc, le 2 n'importe pas. Le noyau ne dépend pas du 2. Et le noyau de cette forme linéaire est l'orthogonale. Bon, je l'ai écrit. C'est l'orthogonale de x par rapport à la forme bilinéaire phi. Et si on regarde bien, nous on a besoin de définir une structure riemannienne. Donc la forme quadratique phi ou la forme bilinéaire phi induisent sur l'orthogonale de x une forme bilinéaire. Et en fait, comme phi de petit phi, phi droit de x vaut moins 1, phi est définie négative sur la droite engendrée par x, et donc sur son orthogonale, elle est forcément définie positive. Donc la métrique induite, enfin plutôt la forme induite sur l'orthogonale de x, donc sur l'espace tangent à l'espace hyperbolique en x, est bien définie positive, et c'est une métrique riemannienne. Donc
scalaire. Donc une forme linéaire symétrique et définie positive. Donc ça c'est dans le cas classique. Et si on essaie de mimer cette construction dans le cas complexe, on voit déjà que ça n'a pas marché parce que la nappe supérieure n'a plus de sens dans le cas hyperbolique. Donc il faut essayer de... ruser un peu plus en général. En général, comment on fait? Donc on prend un point X dans l'espace hyperbolique sur K. Et qu'est-ce que l'espace hyperbolique sur K? Eh bien, c'est juste l'image du cône des vecteurs temps. Et comment on l'obtient? Eh bien, donc ce point X provient... Ce point X en fait est une droite dans l'espace projectif. Il admet un vecteur V comme antécédent dans V-. Même plusieurs. Plusieurs, donc au moins un. Petite blague. Ça va. Donc maintenant si on différencie ce diagramme, si on regarde la... Donc on obtient... Comment je définis ce diagramme? Bon. En fait cette décomposition en droite engendrée par X et... droite engendrée par X et orthogonale de X va réapparaître ici. Donc si on regarde l'espace tangent pour vecteur V à V-, c'est comme c'est un ouvert dans un espace vectoriel, c'est juste ça s'identifie canoniquement à l'espace vectoriel. Et l'espace vectoriel, à son tour, se décompose en la droite engendrée par V plus son orthogonale. Et tout ça par rapport à la forme linéaire ou hermitienne. Donc, cette projection, la projection P sur l'espace projectif, on peut la différencier. Donc, on peut regarder la différentielle. La différentielle en V de P. Et ça va dans l'espace tangent. L'espace tangent à l'espace hyperbolique au point X. Donc, on remarque en fait que P est constant sur toute la droite. Si j'avais pris un multiple de V, si j'avais pris lambda V, on serait tombé sur le même point. Donc comme P est constant sur toute la droite, ça veut dire que sa différentielle sur K de V est nulle. Ok. De plus, c'est surjectif. Comme cette application est surjective, sa différentielle est aussi surjective. Et pour des raisons de dimension, en fait, le noyau va être exactement ça. Et si on considère que cette partie-là, en fait, c'est un isomorphisme linéaire. D'accord. Donc, comme tout à l'heure, en fait, on peut presque identifier l'espace hyperbolique, l'espace tangent, en X à l'orthogonale de X. Et on peut pousser en avant V est muni du produit de la forme phi et
elle induit une forme, comme tout à l'heure, définie positive sur l'orthogonale de V, et en poussant en avant, on a une forme définie là-dessus. Okay. Donc de la même manière presque de la même manière que tout à l'heure, c'est un peu plus délicat parce qu'on ne peut pas parler de note supérieure, on peut facilement construire une métrique sur l'espace coordonné. Attends, ça dépend quand même du choix de V là. En fait, ici on voit que nulle part apparaît vraiment V, c'est plutôt la droite engendrée par V qui apparaît. Ouais, mais si tu prends deux V qui sont pas de même module, et ben le produit scalaire que tu pousses, et ben il est différent d'un facteur. Voilà, il faut normaliser par la norme de V. Non, en fait, parce qu'on est sur l'orthogonale. Je suis d'accord que... non, l'orthogonale à la droite V ne dépend pas de V, et la forme quadratique, la forme bilinéaire ou sesquilinéaire là-dessus ne dépend pas de la norme de V. Oui, mais la projection, elle a un facteur qui est plus gros. Cette projection? Ouais. Tu vois, la D de VP, elle fait pas la même chose sur orthogonale. Ouais, mais en fait, on considère seulement la différentielle de P en V restreinte à... Restreinte, alors, non, je suis d'accord, mais si tu vois, si tu la prends en V ou en lambda V, et ben la différentielle, elle va... Je crois que je dis pas de conneries, hein, mais elle va... Bon, je ne vois pas tout de suite quel est l'argument à invoquer pour dire que ça n'en dépend pas, mais... Moi, non, ça en dépend, mais il faut normaliser ta forme en fait. La forme que tu mets sur l'orthogonale là en V, c'est pas exactement la restriction de la forme finale, c'est la restriction de la forme finale divisée par le module de V. Je pense qu'on me semble plus raisonnable. En fait, et là c'est un variable par ici, scalaire. je n'ai pas vraiment besoin de faire un choix sur V. Je peux considérer KV comme ça. Et oui, enfin ici, si je fais un choix ici... Non mais tu vois, t'as des tangents en tous les V, mais... Les formes que tu pousses, elles diffèrent d'une constante. Voilà, l'image de... À quel moment est-ce que ça peut dépendre d'une constante? Parce que là, tu vois, la projection, la différentielle de la projection en V, elle envoie ton espace vectoriel orthogonal de KV sur sur Ok, peut-être. Mais j'ai fait le calcul et j'ai le souvenir que, en fait, quel que soit le vecteur V, quand on pousse par l'application différentielle correspondante, ça donne la même chose. Après, peut-être je pense que tu te fais avoir par l'isomorphisme canonique là. Tu as l'isomorphisme canonique du tangent sur V, mais cet isomorphisme ne présente pas grand chose. Il vaut mieux voir directement le tangent au point où tu es, quoi, en V. Et si tu vois, si la différent en V, tu n'auras quand même pas le même tangent et la forme induite ne sera pas la même. Le tangent est le tangent est même parce que là tu le vois ton espace ambiant, mais c'est pas vrai. Si tu fais l'analogie avec dans le carré L, tu vois, si tu faisais la même chose dans le carré L, prends une nappe -1 et prends la nappe -2. Sur la nappe -2, ouais, la métrique, tu vois, sur la nappe -1 et -2, elle diffère d'une autre ici qui est de facteur 2. Mais je pense qu'une fois projetée, la métrique est différente, mais une fois projetée, je pense que c'est... une fois projetée, c'est si la métrique, tu vois, si la métrique est différente, par exemple, la courbure, elle est différente, tu vois. Donc, elle diffère de facteur. C'est vraiment un invariant géométrique, je pense. C'est pas... Ok, bon, je vais pas détailler cette partie du calcul, mais peut-être qu'il y a une normalisation, c'est possible. Mais en tout cas, ça marche. Okay. Donc maintenant, je vais parler... Donc, on va passer à 2. Fibre les repères. Fibre et groupe d'isométrie. Donc tout à l'heure, j'avais défini le groupe orthogonal et le groupe unitaire. Et en fait, c'est ces groupes qui vont être utiles pour définir les groupes d'isométrie. Donc, qu'est-ce que j'avais fait?
Donc là, tu as défini l'espace hyperbolique, juste pour faire un petit point, l'espace hyperbolique complexe. Donc, ce qu'on sait dessus, c'est que c'est une variété complexe qui est une métrique riemannienne. Hermitienne. Oui, j'ai. Hermitienne, quoi. Comme dans le cas complexe, phi est sesquilinéaire. Donc la forme induite est aussi sesquilinéaire et elle est définie positive pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Parce que sur la droite KV, elle est définie négative. Et tout ce qu'on sait, donc, du coup, c'est que c'est une variété complexe, riemannienne, avec une métrique hermitienne compatible avec la structure complexe. Rien sur la topologie, là, du coup, avec ce si, la topologie, c'est une boule. Et ça se voit comment sur la projection, au départ, on a pris le cône, et si on l'écrase, ça fait... Attends, avec le complexe, c'est toujours aussi clair, parce que tu as pris... Je sais pas, c'est évident, mais Oui, ça l'est. Si tu écris les équations, ou tu es dans le projectif, c'est évident. Il faut juste écrire les équations. Prends ta forme préférée, la définiture N1, genre tes équations, tu vois que c'est une sphère. Ok, mais si t'as jamais regardé les équations, c'est pas évident. En fait, c'est pas vraiment utile. C'est pas utile. On n'a pas vraiment besoin de savoir. C'est vraiment un espace très simple et dont les définitions sont. Pour obtenir certains résultats, par exemple sur le groupe d'isométrie, on n'a pas vraiment besoin de savoir quelle est la forme de l'espace. Ouais. Mais oui, pour un paquet de gens, c'est quand même important que ce soit une boule. Ok. Si on peut faire il y a un moyen simple. En fait, avant de parler de ça, ce qu'on peut voir, c'est que l'image de V-, en fait, est entièrement incluse dans la carte affine, dans une carte affine de l'espace projectif. C'est ça. Donc si on avait pris par exemple, à isométrie pure on peut toujours s'y ramener, si on avait pris phi n1, eh bien on remarque que la dernière variable, zn plus 1, ne va jamais pouvoir s'annuler. Parce que s'il était nul, comme toutes les premières sont positives, donc ce truc-là est entièrement inclus dans la carte affine zn plus 1 différent de 0. Donc on projette sur la carte affine, et qu'est-ce qu'il reste comme... qu'est-ce qu'on obtient comme équation? C'est exactement une boule. Et en fait, il faut faire attention ici. Quand on projette, on obtient un autre modèle de l'espace hyperbolique. On obtient une boule, mais ce n'est pas tout à fait la boule le modèle de Poincaré. C'est un autre modèle. En fait, c'est cette projection, la projection de cette ouverture de l'espace projectif vers l'espace affine n'est pas conforme. Elle ne préserve pas les angles. Et les droites, les géodésiques, dont je n'en ai pas parlé, mais les géodésiques dans cet espace sont envoyées sur des droites. On va faire le dessin. Voilà, pas sur des arcs de cercle, mais sur des droites de la boule. C'est la boule. Plutôt que d'être envoyé sur un arc de cercle, c'est envoyé sur ça. Et ce modèle-là s'appelle le modèle de Klein-Beltrami. Il n'est pas vraiment utilisé. Il a certainement été utilisé dans certains domaines, mais il n'est pas utilisé parce que justement il n'est pas conforme. Est-ce que je peux faire une petite remarque sur ce modèle? Parce qu'une fois quelqu'un m'a dit un truc que je trouve vraiment cool. Mais les gens ont quand même cherché pendant je ne sais pas combien de temps des géométries où il y a plusieurs parallèles à une même droite, quoi. En fait, si tu dis je prends le cercle et je prends les droites normales, c'est juste qu'on oublie ce qui se passe après. Ça fait les. Ouais. Des géométries qui vérifient pas le cinquième postulat, c'est facile. Donc, revenons à nos moutons. On considère. Bon, je vais essayer de ne pas utiliser les notations en quelque sorte qui sont usuelles. On considère le groupe orthogonal et le groupe unitaire comme ça. Et ils agissent. Donc, agit plutôt sur V phi. Il préserve la forme linéaire ou sesquilinéaire. Et en fait, il agit aussi sur V-. Il préserve V-. Et d'autre part, comme l'action est linéaire, elle préserve les droites. L'action envoie une droite sur une droite. Donc, action linéaire.
ça implique que ça agit sur P de V-. Donc on a bien une... C'est clair. Donc on a bien une action de ces deux groupes, de l'un de ces groupes, selon le cas, sur l'espace hyperbolique. Et maintenant, il faut vérifier que ça préserve la structure métrique. Donc, action isométrique. C'est clair, non? C'est pas clair vu tes constructions là? Si, c'est... Mais enfin, le calcul est tellement court que je fais quand même. Donc, soit un élément de l'un de ces deux groupes, appartenant aux deux filles, respectivement deux filles. Et on regarde le tirer en arrière par A de la métrique phi en un point x. Okay. Donc on prend deux vecteurs tangents, et par définition, ce truc-là, c'est phi au point A de x, appliqué au vecteur A de V, A de W. Et pardon. Là, c'est une notation un peu de géométrie différentielle. Et en fait, comme A est linéaire, sa différentielle c'est A elle-même. Donc en fait, ce morceau-là, on peut l'oublier. Et ça aussi. Parce que la phi au point x, c'est la métrique induite sur l'espace tangent en x. Et en fait, la métrique, c'est la métrique de V en entier. Donc ce point-là, on peut l'oublier, phi n'en dépend pas. Et donc, du coup, il reste seulement phi de A de V et de A de W. Et on sait que A préserve phi, donc il reste seulement phi de V, W. Et qu'on mette x ici ou pas, c'est la même chose. Donc on a bien que la métrique est préservée par A. J'ai quand même envie de penser que phi, ça reste le cœur du... Ah non, c'est pas ça, parce que tu barres phi de ADX, je suis d'accord avec toi que comme tu la penses comme, tu vois, dans un espace en blanc, c'est la même, mais t'as quand même envie de penser que c'est la restriction en A de X, tu vois, ça va être la forme qui est sur le tangent, non? Ouais, je suis d'accord avec ton calcul, hein, mais ouais. Tu fais quand même point par point. C'est vrai que là, je connais plusieurs abus, mais en fait, il faut... Non, je suis d'accord, non, que ton abus, il n'est pas abus en soi, mais quand tu fais ça, tu calcules A étoile de phi en X, donc ça c'est le tirer en arrière par A de phi, c'est quand même un truc que tu as envie de calculer en quelque chose qui est plus en X, quoi. Non, là, après tu calcules les nombres, après je suis d'accord, après tu... Ici il manque pas mal de choses, mais si je devais les écrire, en fait, ici ce que j'ai oublié c'est cette identification entre un sous-espace vectoriel de V et l'espace tangent. Bien sûr. Non, bien sûr. Ok. Donc l'action est bien isométrique. Non, mais ça, je veux dire, c'est que tu veux calculer, donc voilà, tu calcules le nombre A étoile de phi en X de VW. Ouais, ce nombre, donc c'est vraiment, tu calcules en A de X, et il s'avère que c'est le même parce que c'est... voilà, ok, c'est comme ça que je pense. Voilà. Excuse-moi, Non, t'as rien. Je réfléchis en fait. Ok, donc maintenant, est-ce que l'action est fidèle? C'est-à-dire que, est-ce que le groupe n'est pas trop gros? Enfin, pas trop gros, mais... Est-ce qu'il y a des éléments qui agissent trivialement? Et oui, il y en a. Donc si on considère pareil un élément A, donc A agit trivialement. Ça équivaut à ce que A préserve toutes les droites. Préserve toutes les droites de V-. Donc, autrement dit, ça équivaut à dire
quel que soit V appartenant à V-, il existe un scalaire lambda V comme ça, tel que A de V égale lambda V de V. Et en fait, bon, c'est un... bon. Alors si V et W appartiennent à V-, mais on n'a pas automatiquement... qu'est-ce qu'il faut dire, donc on peut se... Bon, je commets un petit abus, mais c'est facile de se ramener à ce cas-là. En fait, V plus W appartient à V- aussi, à léger abus. Et en fait, si on regarde ce que fait A sur V et sur W et sur V plus W, on obtient que lambda V est ne dépend forcément pas de V. Donc là, ici, il faudrait que je prenne V et W non collinéaires. Ce que tu peux faire, parce que c'est pas vrai que V plus W appartient à V-. Non, c'est pas vrai en général. Ici, en fait, tu peux prendre un petit ouvert qui est localement, comme c'est localement convexe, et après tu prends la moyenne, quoi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est considérer un, je sais pas, V moins W. Enfin, quitte à multiplier W par plus ou moins 1, on peut retomber là-dessus. Donc, ouais, si je fais un dessin, donc ça c'est notre cône. Tu peux prendre une boule. Si je prends un vecteur ici et un vecteur ici, eh bien la somme n'est pas forcément dedans. Mais si je multiplie W par... si je prends son opposé, ça va forcément être... tu prends son opposé, non, parce que... Non, quand on prend... Ah non, tu prends la somme de oui, pardon, pardon. Ouais. Donc, bon, on regarde A de V plus W. Donc, comme il existe, enfin ça c'est lambda V plus W, de V plus W, mais par ailleurs, par linéarité, c'est lambda V de V plus lambda W de W. Et comme c'est une famille libre, forcément tous ces scalaires sont égaux, et donc A est une homothétie. Est-ce que je tiens compte du temps qu'on a mis au début? Ouais, bien sûr. Jusqu'à l'écart ou non, ouais. Bon, c'est pas grave, j'en ferai moins. T'as encore une petite demi-heure. Okay. On va dire jusqu'à l'écart, comme ça je me limite un peu. L'écart t'aura fait qu'une heure. Bah, tu peux prendre jusqu'à, disons, 25-30 quoi. Okay. Il existe lambda appartenant à K étoile, tel que A égale lambda A de V égale lambda V. Okay. Et en fait, forcément, on a que le module de lambda, c'est 1. Parce que ça doit préserver la métrique. Donc en fait, plutôt que de considérer j'ai effacé ces groupes-là, on considère plutôt les groupes projectifs. Qui sont définis par O de phi quotienté par les homothéties qui préservent, par les homothéties de module 1, c'est-à-dire plus ou moins 1, et ici, de la même manière, les homothéties de module 1, donc c'est sa fluidité. Voilà. Donc, comme les seuls éléments qui agissent trivialement sont ces homothéties-là, ces deux groupes agissent fidèlement sur l'espace hyperbolique. Donc, il reste la question de est-ce que l'action est transitive? Donc, est-ce que ces deux groupes agissent transitivement sur l'espace hyperbolique? Eh bien, c'est pour ça que dans le titre, il y avait le mot fibre des repères, le terme fibre des repères. Donc, c'est plus facile
de considérer l'action sur le fibré des repères que sur l'espace hyperbolique. Donc, comment on définit le fibré des repères? Donc, le fibré des repères, c'est un objet assez simple. C'est juste un fibré, le fibré au-dessus de l'espace hyperbolique, où au-dessus de chaque point, on considère tous les repères de l'espace tangent. En fait, on ne considère pas tous les repères, il y a un léger abus de langage. On considère tous les repères orthonormés dans le cas réel ou hermitiens dans le cas complexe. Donc, comment est-ce qu'on définit cet objet-là? Donc, les éléments de cet ensemble, ce sont les nuplets, les n plus 1 nuplets de la forme V1, Vn. Donc c'est un fibré au-dessus de Hn de K. La projection ici envoie X là-dessus, donc X est un point de l'espace hyperbolique. Et V1 Vn, est une base orthonormée, respectivement hermitienne, de l'espace tangent en X. Okay. Donc pour construire cette... Est-ce que je le fais ou pas? Vaut mieux que je saute ça, mais admettons que cet objet est une variété et que cette projection est une submersion. Donc quelle est l'action? Comment agissent ces groupes sur le fibré des repères? Eh bien, l'action sur les points de l'espace hyperbolique est déjà définie, et l'action sur les vecteurs et l'action naturelle, c'est l'action linéaire sur chacun des vecteurs. Et comme l'action est isométrique, en fait, elle envoie une base orthonormée sur une base orthonormée. D'accord? C'est aussi l'action de la différentielle de ce mec-là vu comme... Ouais. Enfin... Ouais. Oui. Ok. Donc une fois qu'on a construit cet objet-là, en fait, on peut interpréter très facilement. Comment dire? Bon, j'y arrive. Donc à quoi correspond un tel point? Donc si je considère X et un Vl, eh bien, donc c'est une X, c'est une droite de V où la forme bilinéaire ou sesquilinéaire est négative, la forme quadratique ou hermitienne négative, et ça c'est une base orthonormée. Donc autrement dit, si jamais on relève, on considère donc V0 tel que la droite engendrée par V0 c'est X, et phi de V0 égale moins 1. Si on considère un tel vecteur, il y en a plusieurs, on obtient un n plus 1 épais Vn de cette forme-là. Et à quoi correspond un n plus 1 épais de cette forme-là? Ce n'est rien d'autre qu'une base c'est une base de V qui est de dimension n plus 1 où phi s'écrit en coordonnées dans cette base Z0 moins, parce que le premier est négatif, et ensuite c'est une base orthonormée, donc Z1 au carré plus etc plus Zn. Donc un point du fibré des repères, ce n'est rien d'autre qu'une base où la forme quadratique phi s'écrit sous cette forme-là.
Donc, en faisant ce constat, en fait, maintenant c'est facile de voir que l'action de ces deux groupes est transitive. Si on prend 2 points, est transitive sur le fibré des repères. Donc si on prend 2 points dans le fibré des repères, et qu'on regarde les bases correspondantes, on prend la transformation, donc je vais les faire. Donc on prend x, v1, vn, on prend x', v1', etc., vn'. On considère la base correspondante, v0, v1, vn, v0', v1', vn'. Et bien la transformation A, la transformation linéaire A de V qui envoie cette base sur cette base, comme elle préserve cette forme quadratique, qui n'est autre que phi, c'est forcément une isométrie. Donc ça implique que A est une isométrie. Donc autrement dit, on vient de montrer que, étant donné 2 points du fibré des repères, il existe une isométrie qui envoie un point sur l'autre. Et comme ce fibré est cet espace est un fibré au-dessus de l'espace hyperbolique, forcément ça agit transitivement sur ce truc. Okay. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a montré? Donc on a montré que l'action est fidèle et transitive. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, juste une notation. Donc dans le cas réel, on peut noter GR, le groupe projectif orthogonal associé à phi, qui est isomètre à PON1, et dans le cas complexe, on peut considérer PU phi, qui est isométrique à PUN1. Pour n égale 2, c'est quoi la méga complexe? Est-ce que c'est SL2DC ou PU2. Oui, d'accord. Moi je sais pas, à quel groupe ça correspond? Non, parce que dans les cas réels, dans les cas n égale 2, c'est SL2DR. Ouais, mais non. Il n'y a pas de ce catalogue. Il n'y a pas de. Non. C'est PU1, Bah, enfin PU. T'as PU11, c'est PSL2. Ah, 1-1. Parce qu'il s'avère que la géométrie hyperbolique complexe de dimension dimension 1, c'est la pareil. géométrie réelle. Et puis PU2-1, c'est la référence. PU2, c'est PU2. La plupart des gens qui font la géométrie hyperbolique complexe en dimension 2, il n'y a pas d'autre. Ça commence à PU2. Ok. T'as toujours des isomorphismes un peu tordus parfois entre groupes de livres. Je sais plus, il y a quoi? SP4, c'est SU32, SO32. Donc il y a un truc facile à dire ici, c'est que on peut dire. Ah oui, qu'est-ce que je vais dire déjà? Mais comme l'action est transitive, on peut regarder l'application qui a G de K. Parce que oui, il ne faut pas confondre cette notation avec des groupes algébriques. C'est pas du tout les points réels d'un groupe algébrique ou les points complexes d'un groupe algébrique. C'est juste plus commode d'écrire comme ça. Si on regarde l'action comme ça, qui a G associe l'orbite d'un point, je sais pas, un repère 0. On choisit un point, on regarde cette application. Comme l'action est fidèle, aucun point n'est préservé, ça veut dire que c'est injectif. Et comme l'action est transitive, ça veut dire que c'est surjectif. Donc cette application est une bijection. Donc étant donné un point R0, on peut identifier ces deux objets-là. C'est pour ça que le fibré des repères est finalement très important ici. C'est plus que fidèle. Pardon plus que fidèle. Plus que les litres.
peux utiliser, oui, je disais que c'est libre. Mais c'est pareil, hein, ta preuve à l'autre source, c'est libre. Faut juste remplacer le mot fidèle par le mot libre. C'est un peu embêtant ces deux mots parce que moi je trouve 4 5 voilà. Non, non mais oui, tu t'as je me dis ouais c'est super ouais. Plutôt tu vois la propriété puis après tu. Donc sinon ça marche ici avec juste HN. Il y a une chose à dire ici, c'est que dans le cas réel, l'espace le fibré des repères, c'est un truc assez facile à voir. Et en fait, dans le cas des variétés riemanniennes, ou même pas forcément riemanniennes, il y a toujours une notion d'orientation et de repères orientés dans un sens ou dans l'autre. Donc on voit facilement plus ou moins facilement, que le fibré des repères a deux composantes connexes. Et donc par conséquent, que dans le cas réel, le groupe d'isométrie a deux composantes connexes. Et en fait, l'une des deux, la composante neutre du groupe projectif, en fait, c'est le projectivisé du groupe spécial orthogonal. Donc, ce groupe-là n'est pas tout à fait isomorphe à SL2 de R. En fait, c'est plutôt PGL2 de R, alors que c'est celui-là qui est isométrique à SL2 de R. Par contre, dans le cas complexe, donc si on se rappelle ce qu'on avait fait au début, il y avait la symétrie centrale et la symétrie radiale. Donc, qu'est-ce que j'allais dire donc on voit que dans le cas réel, en fait, il y a ce problème-là où il y a plus et moins 1, et dans le cas complexe, on peut multiplier par 8 θ et faire le tour du truc sans déconnecter les... En fait, dans le cas complexe, il n'y a pas de... Ces mecs-là sont pas de morts, notion donc d'orientation. ils préservent l'orientation. C'est-à-dire, quelle est la transformation la plus basique qui renverse l'orientation? C'est la matrice qui préserve tous les vecteurs, hein, et juste change le dernier. Donc celui-là n'est pas dans la composante connexe des isométries qui préservent l'orientation. Par contre, dans le cas complexe, moins 1, on peut facilement le connecter à 1. Donc c'était dans PU N1, ce truc-là va appartenir à la composante neutre. Donc en fait, c'est une variété complexe, il n'y a pas de notion d'orientation. Je pense que c'est un fait général. C'est surtout qu'elle est orientée comme une dimension réelle paire. Non, en fait, il n'y a pas de notion d'orientation. Si on la regarde comme variété réelle, oui, c'est orienté. La structure complexe force orientation réelle. Parce que tu vois... C'est comme une surface de Riemann. Non, peut-être... si, ça marche pareil, t'as raison. C'est-à-dire que tu vois, la structure complexe, elle te dit, tu as ton action de C sur l'espace tangent, et l'action de C te donne l'orientation canonique. Okay. C'est dans le cas des surfaces de Riemann, et après dans le cas plus général. Donc il y a autre chose à dire. Donc ces deux groupes sont des... Même si l'espace parabolique complexe est une variété complexe, ces deux groupes sont des groupes de Lie réels. Donc ce truc-là n'est pas un groupe de Lie complexe. Okay. Et PU un N, c'est exactement le groupe des transformations Lemort de HM. En fait, c'est un repère remarquable, comme dans le cas, je pense, du parabolique réel, enfin, une variété complexe. Le groupe des transformations Lemort coïncide avec les groupes des isométries de la métrique. Et du coup, on peut penser... Putain, peut-être une... T'as une conjugaison complexe qui n'est pas... Voilà, ouais, donc, voilà, je prends les mecs qui préservent l'orientation. Et... Non, mais c'est quand même un fait remarquable que t'as... Je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais à une conjugaison complexe près, t'as pas plus de trucs. Tu vois, par exemple, tu prends la sphère, tu prends les de Riemann, tu prends les applications conformes, il y en a plein et elles ne préservent pas une métrique naturelle. Quoi. Alors que là, tu prends les trucs holomorphes, ça préserve direct une métrique. Du
coup, tu peux penser. Ouais, bref. Après, c'est un espace très particulier, c'est pas par hasard que les transformations holomorphes sont. Bah, en vrai, tiens, même si que c'est pas par hasard, enfin, c'est quand même un espace homogène. Ouais, mais est-ce que par exemple, en tant que variété, enfin, elle n'a pas d'autres applications holomorphes que les isométriques. C'est dingue. Il y a peut-être une raison profonde pour laquelle c'est là, mais. Bon. Quoi ? Et bon, dernière. Il manque encore une chose pour boucler la boucle. Il pourrait. Là, pour l'instant, on n'a pas montré que c'est le groupe de toutes les isométries. Donc, pour montrer que c'est effectivement le groupe de toutes les isométries, c'est pas très difficile. Donc, si on prend F qui appartient aux isométries de Hn de K, pardon. Donc dans le cas réel, ça présente la métrique riemannienne, et dans le cas complexe, ça présente la métrique hermitienne. La présente la métrique hermitienne, c'est assez compliqué. Est-ce que j'ai dit une bêtise Bon. Ok. Donc, quitte à. Donc, on prend soit R un élément d'une fibre des repères, et quitte à composer F par un. Comme le groupe GK agit transitivement, quitte à composer, précomposer ou post-composer par une transformation de ces deux groupes, on peut supposer que. Et on peut supposer que F de R est F. D'accord. Donc, en fait, ça c'est très fort. Ça signifie que F fixe un point de l'espace hyperbolique et qu'il préserve tout le repère enfin tous les vecteurs du repère. Et en fait, si on fixe tous les vecteurs du repère, ça veut dire qu'on fixe tout l'espace tangent. Et si on a une transformation qui fixe un point et qui fixe tout l'espace tangent, ça veut dire qu'on prend un point et on regarde tous les vecteurs qui sont ronds. Ça veut dire qu'en fait, on prend n'importe quel point très loin et qu'on considère l'application exponentielle. Forcément, ça fixe ce point-là aussi. Donc j'ai peut-être dit une bêtise ici parce que dans le cas complexe, on peut avoir la conjugaison est une isométrie aussi, mais pas une isométrie. Où est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai commis un abus? Le truc, c'est que tu dis que si F est une isométrie de HNK, alors ça agit sur le fibré des repères hermitiens, ce qui n'est pas vrai, parce que tu vois, si elle change d'orientation, elle pourrait. Mais bon. Parmi ces mecs-là. Donc en fait, ce que tu as prouvé, c'est que si F est une isométrie qui préserve l'orientation de HNK, alors c'est un élément peu. Ça agit pas là-dessus. C'est pas la notation. Je te demande un peu plus. Parce que quand N est pair, la conjugaison complexe, elle préserve aussi l'orientation. En fait, il n'y a vraiment pas de notion d'orientation en complexe. Là, si tu oublies que c'est complexe et tu mets réel, tu as une orientation. Oui. Et là, la conjugaison complexe, une fois sur deux, elle prend l'orientation, une fois sur deux, il la préserve. En fait, ça va être une isométrie. Ce que tu demandes, c'est juste que tu préserves la structure complexe en fait. Si tu demandes une isométrie pour la métrique hermitienne ou pour la métrique riemannienne. Non, ça, c'est que quand elle agit, elle préserve l'orientation sur tous les plans complexes. C'est ça. Donc, voilà ça. Voilà. Donc, je sais pas si je vais m'arrêter là. Ok. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut classifier les isométries? Peut-être tu as dit ça au début. En fait, pour tout. En fait, dans tous les groupes de Lie, j'en suis pas sûr. On a fait quand même un coupé, mais la décomposition, en gros, la décomposition d'Iwasawa, c'est une classification des isométries. Il y a des isométries qui sont elliptiques, hyperboliques et paraboliques. Et on décrit si on simple en termes des points fixes au bord. Oui. Enfin, non, c'est un peu plus compliqué en dimension supérieure. Parce que au bord, c'est pas, par exemple, une transformation parabolique ne va pas juste être une translation. Il peut y avoir un lissage ou des trucs plus compliqués. Ah oui, bien sûr. Et quid des souverainetés totalement géodésiques de space hyperbolique complexe? Ouais, ça, on n'est pas parlé de tout parce que je n'ai même pas parlé de géodésique. En fait, quand on regarde la forme quadratique ou la forme hermitienne, on voit que si on oublie par exemple une des coordonnées, si on dit qu'elle est 0, et en HN, HN-1 de K va être inclus dans HN de K. Okay. Si on fixe l'une des coordonnées à 0. De même, si on considère que les points réels, si on considère que les points de coordonnées réelles, on peut voir que HN de R est inclus dans HN de C. Et c'est pas très compliqué de voir qu'en fait, ces espaces sont totalement géodésiques à l'intérieur de ceux-là, et qu'en fait, il n'y en a pas plus. Les seuls sous-espaces totalement géodésiques des espaces hyperboliques sont de cette forme-là, sont isométriques à des éléments de et donc en particulier... C'est pas des dimensions que tu peux mettre moins, tu vois, c'est pas forcément HR dans oui. la physique, là c'est les maximaux là. Et par exemple en dimension 2, les sous-espaces totalement géodésiques du plan hyperbolique complexe vont être H de R, H1C, et c'est tout. Et quand on regarde la dimension de ces espaces, ils sont tous les deux dimension 2, dans un espace de dimension... Et HR, t'as quand même les géodésiques normales, tu vois. Il faut vouloir... Et... Donc quand on regarde... Bon, là j'ai fait aucune preuve, mais ça paraît pas tiré par les cheveux de dire ce que je viens de dire. Et donc ces deux-là, en plus de H1R, quand on regarde ces trois espaces, ces trois types d'espaces, ils ont tous des dimensions inférieures ou égales à 2, dimension réelle, et celui-là est dimension réelle 4. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-espace totalement géodésique de dimension 3. Je ne sais pas si c'était... Ouais, et tu peux dire un dernier mot sur la courbure aussi de... donc en réel, c'est bien connu que l'espace hyperbolique est l'unique espace, l'unique variété riemannienne, simplement connexe, complète, de courbure -1. Et en complexe, ça devient plus compliqué. Il doit y avoir un résultat d'unicité analogue, mais l'espace hyperbolique complexe n'est pas aussi isotrope que l'espace hyperbolique réel. Par exemple, on a ces deux-là, le plan hyperbolique réel et la droite hyperbolique complexe sont tous les deux de dimension réelle 2. Celui-là porte une structure complexe, celui-là porte une structure réelle. Bon, en fait, ils sont isométriques de façon riemannienne, mais il ne faut pas oublier que lui porte une métrique hermitienne. Et en fait, ce n'est pas du tout les mêmes espaces. Celui-là est de courbure réelle -1 quart ou -1 selon la normalisation qu'on considère, alors que celui-là est de courbure constante. Enfin, celui-là, si celui-là est de courbure -1, alors celui-là est de courbure -1 quart réel. Et en fait, la courbure sectionnelle de celui-là varie entre -1 quart et -1. Ouais, donc ça reste quand même un modèle de géométrie à courbure négative. Parce que tu veux dire que dans H2DC, il y a des copies des deux, et que, du coup, on va peut-être prendre le café. On prend à 11h.